cas, nous, dans la structure, on n'a pas vu la glycosylation. Après, c'est vrai que sur l'HPLP, il y a un site de glycosylation. Nous, on ne l'a jamais vu dans les structures ni en spectrométrie de masse, mais les techniques qu'on utilise de purification peuvent introduire un biais. Par contre, c'est vrai que l'HPLP réfère à un site de glycosylation, mais on trouve aussi des phosphates binding chez des bactéries. Aussi peut-être un phénomène qu'on n'a pas encore remarqué, parce que on va dire c'est aussi ce qu'on a, on va dire, notre collaboratrice a vu que quand elle utilisait justement des lignées, et quand elle les infectait par deux types de virus, donc le HIV et le JCV, un virus du cerveau, les protéines DING étaient surexprimées. Donc ça semble, on va dire, un peu confirmer l'étude de cohorte de Hamel, où on voit qu'effectivement qu'on a un effet, bien sûr, que chez des patients, ça pourrait corréler avec on va dire, le traitement qui change les épidémies, etc. Mais même en culture, quand on infecte des cellules par le virus, les protéines DING sont surexprimées. Donc ça, je dirais, c'est sûr qu'on n'a pas encore la preuve parfaite. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est trouver surtout la petite zone, le peptide, éventuellement, qui pourrait, on va dire, bloquer. Donc on est en train de découper la protéine en petits morceaux pour essayer de trouver la partie la plus congrue. Donc là, c'est la protéine qui est fabriquée par des lymphocytes, c'est ça? Qui est la XDXCD4, elle a été découverte parce qu'elle était sécrétée par les lymphocytes T chez les personnes qui ne développaient pas la maladie. Donc les personnes, par exemple, dans le millepertuis, voulaient trouver les propriétés antivirales, ont isolé on a éliminé les cellules chez l'homme qui sécrètent ça? Du tout. Le problème, c'est que c'est des protéines qui rentrent assez facilement. Quand on fait les couples immunohistochimiques, à part les cellules très différenciées, toutes possèdent, on va dire, alors je ne vais pas dire de l'HPP, mais des protéines DING. Là, on voit chez la souris, mais partout, on voit, on en trouve un peu partout. Alors des fois, c'est très localisé dans le noyau, des fois, c'est un peu plus cytoplasmique. Dans les os, c'est pareil, mais par contre, dès que les cellules commencent à se différencier, elles ont l'air de perdre l'expression de la protéine DING. Et dans les cellules sanguines, on sait? Dans les cellules sanguines, non, on n'a pas regardé, mais par contre, on les trouve très souvent. Elles sont très très bien marquées dans tout ce qui est paroi endothéliale. Ça, c'est vraiment très très net. Ça voudrait dire non, on l'a pas fait. Mais par contre, ça fixe pas l'ADN. Ça se fixe pas sur l'ADN. C'est possible que ça. En tout cas, on va dire, en tout cas, là, j'ai pas mis la figure, c'est dommage. Je regarde si je l'ai pas. Je l'ai pas. Parce que, en fait, notre collaboratrice a mis ça interagit avec la phosphorylation de la RNase polymérase 2. Elle a des papiers où elle dit que ça interagit avec la protéine TAT du VIH et aussi avec le facteur nucléaire NF-IL6. Donc en fait, c'est aussi les voies, on va dire, on a les cascades un peu plus moléculaires aussi là-dessus qu'on est en train de... Et si on regarde, si on met, pour reprendre la question de Michel, si on mélange la protéine avec de l'ADN humain, elle peut interagir. Ça colle. On ne sait pas. On a pas ça vaut le coup de regarder. Surtout, on ne peut pas regarder ça, Bernard, avec le bio... c'est pas le biocorps, voilà. Biocorps. Il faut trouver la séquence des fois aussi. Si c'est spécifique. On ne peut pas regarder ça s'il n'y a pas, vraiment, en regardant les différents peptides, s'il n'y a pas une adhésion vraiment de l'ADN à ça. Parce que ça hein? Ça peut se tester. C'est du boulot. Voilà. Oui. Non, mais ça me semble plus, à mon sens, moi en tout cas, je trouve que ça me semble plus, il y a du boulot, mais ça risque d'arriver à quelque chose qui est signifiant et qui fera avancer les choses, plus qu'un truc un peu tous azimuts, peut-être dans des pathologies avec, il faut se méfier, l'échantillonnage, les paramètres confondants, etc., font que c'est souvent de la mauvaise science, il faut se méfier. Je trouve qu'il faut avancer sur le phénomène biologique en soi. Ok, après, on peut disséquer les choses. Nous, on a accès, bien entendu, à toutes les cellules circulantes. On peut regarder s'il y a des différences de marquage, cellules circulantes par cellules circulantes. Mais tant qu'on n'aura pas répondu à la question de Michel, est-ce qu'il n'y a pas une adhésion non spécifique à l'ADN, tout ça n'aura pas de sens. Certaines protéines DING ont été décrites pour interagir avec de l'ADN. Et notamment aussi, pour HPVP, il y a une activité phosphodiesterase. Donc, oui, il peut y avoir. Pour moi, ce n'est pas des termes. Ça interagit, ça fait ceci, ça fait cela. Ça, pour moi, c'est pas de dur. Le dur, c'est, attendez, à quoi ça colle, quelle est la différence en fonction du GC%, est-ce qu'il y a des peptides particuliers d'adhésion. Enfin, je trouve qu'à ce stade-là, on manque de données pratiques, et en particulier d'interaction au biocorps. Moi, je pense que typiquement, c'est quelque chose qu'il faudrait foutre avec toutes les protéines et tous les acides nucléiques qu'on peut trouver, et regarder quelle est la
la stabilité de l'interaction en biocorps. Enfin, typiquement, à mon sens, non, si j'ai compris ce que c'était le biocorps, c'est ça. Non, c'est pas ça. Oui, mais il y a peut-être des méthodes moins coûteuses sur le biocorps pour... J'ai le chiffre. Oui, il y a pas mal de choses qui permettent de faire du screening, mais c'est une bonne idée. Parce que je crois que ce que dit Didier, c'est qu'il y a un phénomène qui est vachement intéressant et qu'il faut bétonner les bases. Bien sûr. Afin de pouvoir construire quelque chose. Avant de faire de l'appliqué, il faut comprendre comment ça marche. Et donc moi, je ne suis pas convaincu par la partie appliquée, encore une fois parce que c'est la base de mon métier, je connais très bien l'application. Mais, et je suis un peu, je trouve que l'histoire n'est pas assez finie sur le plan fondamental. Une fois que l'histoire sera comprise sur le plan fondamental, l'appliqué deviendra un jeu d'enfant. Mais là, on court à la fois sur quelque chose avec des techniques qui ne sont pas du même niveau. C'est faire des LISA comme ça, c'est de valeur informative extrêmement basse. C'est pas bon comme valeur informatique. Ça, avec des différences qui sont aussi peu, avec des écarts-types qui sont si proches l'un de l'autre, tout ça ne veut rien dire. Donc, à mon sens, il faut vraiment bétonner la structure elle-même, l'interaction in vitro vraiment moléculaire, et à partir de ça, je pense qu'on aura des outils qui seront infiniment, et des capacités de vérifier les hypothèses qui seront... Je suis d'accord que les plus belles histoires, ça commence par hasard. Mais après, c'est plus du hasard. Après, c'est vraiment du bétonnage. C'est approfondir le phénomène lui-même, aller jusqu'au bout du phénomène. Ce qu'on aimerait bien, c'est aussi de tester le micro-array pour voir justement, on va dire, vraiment les voies affectées là-dessus. Oui, mais moi je suis tout à fait d'accord, on l'a programmé, là, on en a discuté avec Jean-Louis, et donc je pense que ce sera possible. Mais s'il y a un certain nombre de questions auxquelles il n'est pas répondu, comme l'adhésion non spécifique, comme tout ça n'aura pas de sens. Avoir des trucs qui montent et qui descendent, micro-array, c'est très facile aussi. Après, le sens de ça, si on n'est pas capable de répondre au fait que c'est spécifique ou ça n'est pas spécifique, ça n'a pas de sens. Donc la spécificité de l'interaction, c'est quelque chose à déterminer vraiment in vitro. Et une fois qu'on a commencé à comprendre ça, savoir à quoi ça colle et comment ça colle, alors à ce moment-là on peut faire de la biologie. Mais si on n'a pas fait vraiment de l'in vitro, là, à mon sens, on va partir sur des trucs qu'on n'arrivera pas à interpréter parce que simplement à chaque fois qu'on changera le milieu cellulaire, on aura un truc différent, parce qu'on n'aura pas compris ce qu'il y avait de non spécifique dans la réaction. Et je pense que c'est la vraie clé là maintenant, c'est de comprendre ce qu'il y a de spécifique dans la réaction et ce qu'il y a de non spécifique dans la réaction. Sinon, là, ça part à partir tous azimuts. Il faut trouver justement le parti la plus congrue de toutes les explications phénoménales. Oui, et ça viendra fondamentalement. Ça viendra vraiment de la recherche structurelle. Exactement. La seule difficulté qu'on a avec l'HPLP, c'est sa production, puisqu'on va dire on n'arrive pas à l'exprimer, cette protéine. On commence à trouver sur des modèles qui doivent pouvoir s'exprimer et qui ont les mêmes activités, mais c'est vrai qu'on la récupère toujours à partir de plasma. Et on va dire. Et on ne peut pas l'exprimer chez Pseudomonas ? Ça c'est les modèles bactériens, mais on va dire ça c'est Daniel qui exprime ça, on va dire un modèle qui a une activité antivirale de Pseudomonas qui essaye de... Non, je peux pas comprendre. Pourquoi on ne transforme pas Pseudomonas avec une séquence qui code pour la ligne humaine? Quel problème? Ça marche pas? Enfin, vous avez essayé? Non. Bah, avec Coli, même avec ce Pseudomonas. Avec Coli, ça marche pas. Par contre, Pseudomonas, on n'a pas testé. Mais avec Coli, ça marche. Pseudomonas, elle en sécrète à l'humaine. Si on lui knock out celle-là et qu'on lui met la séquence humaine, il y a une chance raisonnable qu'elle l'exprime. La HPVP a une différence par rapport aux autres, c'est qu'elle est hydrophobe. Non, mais la digue. Oui, mais les autres sont solubles. Non, mais Pseudomonas, celle de Pseudomonas, elle est soluble. Elle est soluble. Ah oui. Et la nôtre, on va dire, elle fait partie d'une famille un peu plus éloignée des protéines DING, parce que comme elle interagit avec les lipoparticules, et on la retrouve là-dessus, elle a une partie très hydrophobe. C'est celle qui a le plus d'activité, justement. Non, mais l'idée, s'il y a quelque chose qui doit marcher in vitro, c'est de complémenter un Pseudomonas knockouté pour sa propre digue avec la digue humaine. C'est ce qu'on fait, on va dire, en exprimant chez Coli, on va dire, on prend la... Mais le problème, c'est Coli, il n'en a pas. Non, mais on va dire, Daniel est en train d'essayer, on a pris une protéine bactérienne qui a les mêmes activités que la nôtre, qu'on peut exprimer, on va dire, chez Coli en plus grande quantité. Non, mais chez Coli, on ne peut pas le complémenter puisqu'on n'a pas refait la protéine digue. Non, mais on peut l'exprimer. Non, mais c'est pas ce que je dis. Si Pseudomonas là, c'est probablement parce que ça lui sert à quelque chose. Si on knock out le gène qui exprime la digue chez Pseudomonas et qu'on complémente Pseudomonas avec la digue de l'homme, il est vraisemblable qu'il y ait une chance supérieure qu'elle soit exprimée parce qu'elle sait déjà exprimer une protéine qui est proche d'un sienne. Et si on l'a knock-outé, la sienne propre, il y a une chance raisonnable qu'elle exprime celle-là. Le problème, c'est que la digue seule en elle-même, elle n'est pas stable, elle précipite parce qu'elle est hydrophobe. En fait, les lipoprotéines sont toujours très difficiles à exprimer parce qu'elles sont hydrophobes et que Pseudomonas ne sait pas faire ce genre de protéines.
Un autre, elle est vraiment très différente. Donc c'est pour ça que quand ils ont testé d'autres protéines DING issues de bactéries solubles qui avaient des activités antivirales, j'ai demandé à Daniel de les exprimer parce que là on aura un modèle qui sera beaucoup plus simple à utiliser, on en aura des plus grandes quantités. Là à chaque fois on va dire, bon, c'était l'armée qui nous fournissait, mais c'est à chaque fois 15 jours de travail pour avoir à peu près 1 milligramme. Eric, tu parles de plusieurs catégories de protéines. Est-ce que tu as tenté de faire un arbre? Oui, ça a été fait. Etc. Avec des séquences partielles, ouais, ça a été fait. Voilà, et à quoi ça ressemble ces choses-là? Est-ce qu'on arrive à avoir des relations entre des groupes de séquences, des clusters de séquences, et des fonctions et des solubilités, des choses comme ça? On va dire avec les solubilités, bah, des fois il n'y a que les séquences, c'est relier qu'une séquence avec une solubilité, on peut toujours avoir une idée mais c'est pas toujours simple. Mais par contre ce qu'il faut voir c'est que des fois il y a une plus grande diversité dans la même espèce. Par exemple chez l'homme il y a une plus grande diversité de protéines DING que des fois entre des protéines DING de différentes espèces. Ça c'est normal, c'est ici plusieurs protéines. Oui voilà c'est ça. Donc là bon, après bon, ça fait partie d'une seule et même famille qui sont toutes prédites pour avoir exactement la même chose. Ah bien sûr, c'est 71% d'identité à peu près. Donc oui, là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Même les parties délétères, 27 kilodalton, on a pu les modéliser assez facilement, on va dire, ça n'a pas été difficile. Et je me rappelle plus, je sais que je t'ai posé la question, la topologie des arbres, ça montre qu'il y a du transfert latéral de gènes ou ça va être tout ça est très archaïque? On a l'impression que c'est dans la même manière. Il faudrait recommencer ça, moi je ne suis pas spécialiste, c'est pour ça que justement... Il faut voir ça avec ton exactement, on va dire, à l'époque il n'y avait pas beaucoup de séquences, il y en a plus maintenant, ça vaut le coup maintenant de reprendre avec plus de connaissances derrière. L'arbre, voilà, il y a eu un arbre... On peut vraiment penser qu'il y a eu transfert, parce que s'il y a 70% entre Pseudomonas et l'homme, c'est pas possible que ce soit conservé. C'est pas possible. Il n'y a rien qui est conservé à ce point. Voire plus si on regarde entre le leishmania ou la pomme de terre. Oui, mais leishmania et la pomme de terre, c'est plus près spontanément quand même que Pseudomonas et l'homme. C'est 2 milliards d'années différentes. C'est 70% de conservation de nucléique. Au niveau protéique. Nucléique, il n'y a pas la séquence. On a réussi, on a des très grandes conservations au niveau nucléique, ce qui nous avait étonné tout au début. Qui d'ailleurs, beaucoup de personnes ont pensé au début à des contaminations bactériennes. Pour éliminer définitivement cette hypothèse, on a travaillé avec ce qu'on appelle des germ-free mice, des souris qui sont garanties sans contamination bactérienne. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du western. Elles en ont autant que les autres. Oui, exactement, on va dire, elles sont endogènes, c'est-à-dire qu'en tous les cas, c'est pas bactérien. Ça peut être viral éventuellement, ça, effectivement c'est ce qu'on discute, ça je n'exclus pas. Surtout que ces protéines, on a l'impression qu'on va dire qu'elles pénètrent très facilement les cellules. Elles pénètrent. Puis après, il y a d'autres petites choses aussi. Oui, je lui ai dit ça que c'était vrai. Mais même... Quand vous regarde, c'était pas dans TPD. Dans un virus, c'était là. Non, mais ce qu'il vaudrait écouter, c'est de regarder dans les séquences de sang, tu vois, de regarder les séquences prédites par la DIG, c'est vrai que tu ne les retrouves pas dans les métals. Ah, je l'ai dosé chez plusieurs centaines de personnes. Même à la fin, on l'a même localisé chez les lipo. On l'a même localisé dans les lipoprotéines. Alors, je l'ai fait chez une centaine de personnes. Oui, mais que des militaires. Non, c'était... Enfin, c'était que des gens qui venaient de l'hôpital. Ça aussi, ça peut biaiser. Là, c'est juste ça. On l'a dosé, puis ça, c'est des lipidogrammes. La plupart des personnes, ça c'était le biologiste qui nous donnait les poches de plasma, lui il avait un sang un peu particulier puisqu'on l'a plus trouvé justement sur les LDL, et on va dire aussi bien par fractionnement que par chromatographie, elle est plutôt localisée au niveau des VLDL et LDL. Alors au début bien sûr, comme elle est associée à la paroxynase, on s'attendait plutôt à l'avoir sur les HDL. Par centrifugation, on imagine qu'il peut des fois y avoir des biais parce que les protéines se décrochent. Alors on a séparé par centrifugation, remis sur ce genre de gène d'agarose pour être sûr que ça soit bien le VLDL. Les immunohistochimies sont très claires, ça j'ai avec les VLDL. Mais ça, on est en train de reprendre vraiment ça pour essayer de comprendre, on va dire, sa répartition. On va dire, je crois qu'il y a beaucoup d'études à faire phénotypiques pour vraiment voir quel type de cellules qui explique tout. Moi, je ne suis pas un expert, on va dire, en biologie cellulaire, mais ce qui semble marquer, c'est que les cellules, plus elles sont spécialisées, elles se sont transformées, moins elles expriment de protéines DING. Donc déjà voir un peu plus, on va dire, sur les lignées, on va dire toutes les cellules du sang, en fonction de leur état d'évolution, de voir si on trouve la protéine DING dedans. Ça peut donner aussi des pistes pour comprendre dans quoi ça intervient.